Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Après avoir rendu un hommage à Elie Wiesel la semaine dernière, aujourd'hui nous allons consacrer cette émission au rabbin Léon Ashkenazi, plus connu sous le totem de Manitou. Et pour en parler, Franck Larosky, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le doyen des études de l'Institut universitaire Elie Wiesel, mais vous avez été, à part le cofondateur de cet institut, vous avez été très longtemps le directeur du Centre universitaire des études juives créé par Manitou, le fameux QH. Alors aujourd'hui, on va parler, Franck Larosky, d'un hommage à Manitou, sa place, son rôle durant des décennies et de comment il a changé les visages du judaïsme français sur le plan de l'étude. Alors, Léon Ashkenazi, il est né en 1932 à Oran. Il a été le second d'une famille de 6 enfants. Son père, le grand rabbin David Ashkenazi, sera grand rabbin d'Oran et puis après grand rabbin d'Algérie. Le jeune Léon fréquente l'école rabbinique d'Oran et il arrivera en France et il s'installera à Orsay. Il deviendra l'élève d'ailleurs de Jacob Gordin. Il étudiera à Paris avec le rabbin Eli Munk. Il sera le disciple du Rav Kook. Il est exclu de l'école pendant la guerre. Léon Ashkenazi poursuivra ses études de philosophie en 1946 à la Sorbonne. Et il prendra la direction d'Orsay à la fin de la guerre et il va découvrir un ami à lui, Robert Gamzon, qui était le fondateur des éclaireurs israélites de France. Il fera partie de la promotion 2, où il épousera d'ailleurs dans cet endroit du château d'Orsay, celle qui va devenir son épouse, Bambi. En 1950, Manitou devient directeur général d'Orsay et devient l'aumônier général des EI. Alors en 1968, Léon Ashkenazi Manitou fera ça à Jérusalem, où il va créer l'Institut Mayanot. Alors, Franck Larosky, à la différence des autres grandes figures de l'école de pensée juive de langue française de l'époque, c'est-à-dire André Neher, Emmanuel Lévinas, Eliane Amado-Valency, Jacob Gordin, Léon Ashkenazi Manitou ne se définit pas comme un écrivain, comme un homme de l'écriture, mais plutôt comme un homme de la tradition orale, un maître de l'oralité. Oui, effectivement, Manitou n'est pas un écrivain, n'est pas un auteur. Tout ce que nous avons comme ouvrage de Manitou, c'est en vérité donc des notes prises par ses élèves et par ses amis. En vérité, Manitou est l'homme de la voix, du contact oral, la relation entre maître et élève et entre les camarades dans le cadre de l'étude. Et les principes fondamentaux, c'est une relation qui est interrogative, c'est-à-dire répondre aux questions, aux interpellations et aux incertitudes de ces étudiants. Et donc, est-ce que vous diriez que Manitou avait comme vocation, comme vous dites, de transmettre, d'enseigner, d'éduquer? Est-ce que c'est les paramètres chez lui, c'est des actes de la parole et de la communication où s'exprimeraient des pensées, des idéaux et des espérances? Est-ce que de ce point de vue, il est le continuateur d'une longue lignée des maîtres du judaïsme classique? Oui, Manitou, effectivement, est un lecteur fervent des grands auteurs du Moyen-Âge, de Moïse Maïmonide, de Yehuda Halevi, de Barkia ibn Pakuda, de Levi ben Gershon, et autrement dit, il considère qu'il y a une longue et très belle tradition séfaradite qui vient de l'Espagne médiévale, qui est une tradition d'alliance entre la rationalité et la fidélité à la foi.
Alors, Manitou, comme l'appelaient chaleureusement ses amis et ses disciples, en pensant au totem, parce qu'il avait totémisé dans le cadre des éclaireurs israéliens de France, il avait pris le totem de Manitou, et il disait que l'éducation juive ne pouvait plus être de nos jours une pure et simple répétition de la pédagogie des siècles précédents. Aujourd'hui, d'ailleurs, pensait-il, nous ne pouvons plus enseigner la Bible et le Talmud comme nous l'avons enseigné dans le passé, car un événement majeur révolutionnaire et disait-il radical s'est produit au XXe siècle. Mais est-ce qu'il n'est pas dans la lignée ici de Rabbi Nachman de Breslov qui disait au grand maître, vous avez tellement de connaissances que vous n'arrivez plus à renouveler le sens des textes. Est-ce que Manitou était dans cette lignée-là du Moré et du Talmud pour transmettre? Oui, donc fondamentalement pour Manitou, on n'est jamais Chacham, on n'est jamais sage. On est toujours, comme le dit la tradition juive, Talmid Chacham, l'élève des sages. C'est-à-dire, on est toujours dans une démarche dans laquelle nous ne possédons pas le savoir, nous sommes en quête des savoirs. Et quand quelqu'un renonce à la quête, renonce à la recherche, renonce à l'investigation pour se croire au sommet de la connaissance, eh bien là, cette arrogance est fatale, parce qu'il n'y a plus de progrès, il n'y a plus d'évolution. Il est important d'être, non pas comme idéal d'être Chacham, d'être le sage parfait accompli, mais d'être Talmid Chacham, l'élève des sages, celui qui est constamment dans la recherche d'une connaissance qui n'est jamais parfaite, qui n'est jamais totale. Oui, et en plus, dans tout son enseignement, c'était pas, il avait un enseignement où il décodait les textes, il éclairait les textes, comment comprendre un texte d'il y a 1 millier d'années, comment le comprendre aujourd'hui, quel éclairage peut-on y apporter, et cette manière non yeshivatique, il avait un vocabulaire non yeshivatique, mais un vocabulaire audible pour tous les publics. Oui, mais si vous voyez des textes du judaïsme classique, du judaïsme médiéval, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas non plus un vocabulaire yeshivatique. Par exemple, Moïse Maïmonide a un vocabulaire qui est le propre des philosophes du Moyen-Âge, juifs, chrétiens ou musulmans. C'est-à-dire, c'est un vocabulaire universel qui s'adresse à tous et qui permet à tous de comprendre l'essence d'une recherche, d'une exploration. Et de ce point de vue, Manitou, il pense que un devoir fondamental du judaïsme de notre temps, c'est de s'exprimer d'une façon compréhensible pour l'auditeur contemporain. Oui, mais... Faire l'effort d'aller vers l'autre pour dire à l'autre, voici ce que le judaïsme propose. Voici ce que le judaïsme suggère. Oui, mais quand vous écoutez Manitou, vous avez raison, je veux dire que, à part Maïmonide, mais quand vous lisez par exemple l'interprétation, quand il enseignait par exemple la Bible, prenons la paracha, Manitou explique la paracha de Lech Lecha, avec le premier appel divin au patriarche Abraham de quitter sa terre natale et de partir vers Canaan. Manitou voit le commencement de la longue, est-ce que c'est pour lui la fin de la longue trajectoire historique d'Israël? Il lit le texte en se disant nos ancêtres sont venus s'installer sur cette terre, la boucle est bouclée. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose que les lecteurs actuels de Manitou oublient très souvent, et c'est vraiment dommage. C'est que Manitou n'est pas simplement l'interprète des textes traditionnels, Bible, Talmud, Midrash, Kabbalah, auteur rabbinique. Il est aussi l'intellectuel capable de déchiffrer la pensée contemporaine. Et d'ailleurs, tous les grands séminaires de pensée juive dirigés par Manitou, et vous le savez bien, Rafi Marciano, parce que nous avons organisé ensemble ces séminaires 3 fois par an durant des années, c'était des décryptages
de la pensée contemporaine, toute sensibilité réunie. Là, c'était un aspect du génie personnel de Manitou qu'on oublie très souvent. Il faut être à l'écoute de la pensée contemporaine, non pas dans une admiration, dans une soumission intellectuelle, dans une sorte de docilité, de servilisme, mais bien au contraire, dans une sorte de réflexion critique sur ce que le monde aujourd'hui pense. Vous pensez que Manitou avait c'est une question que je vous pose, Franck Larosky, est-ce que vous pensez que Manitou avait une lecture existentielle du texte? Car pour Manitou, les textes de l'écriture biblique s'adressent aux lecteurs juifs, à leur intelligence, comme vous avez dit, à leur sensibilité. Et d'ailleurs, tout au long des conférences de Manitou sur les différentes lectures de la Torah, nous trouvons la même grille interprétative. Un livre qui s'adresse à un peuple, et un peuple qui a un lien entre les hommes, une terre et la terre d'Israël. Est-ce que c'est cette idée existentielle qui a rempli la mission de Manitou? Oui, effectivement, Manitou était un lecteur très admiratif de Yehuda Levi, et particulièrement de livres Le Kuzari, qui était un des livres de chevet de Manitou. Et dans Le Kuzari, on voit précisément cette idée de Yehuda Levi que le monothéisme hébraïque n'est pas un dogme qui indique que le monde a été créé par un être suprême. C'est qui est une théorie que l'être humain peut étudier, analyser, mais qui n'est pas, donc qui n'arrive pas jusqu'au cœur de l'être humain. Mais nous voyons que la présentation du monothéisme, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage, c'est-à-dire les dieux de la liberté. » C'est tout à fait autre chose. Dans les décalogues, Dieu s'adresse à un peuple d'esclaves qui devient un peuple libre. C'est l'expérience de la délivrance et pas simplement l'expérience de la création du monde dont l'être humain n'est pas précisément témoin. Donc c'est une foi de témoignage. Et cela, c'est un aspect existentiel. C'est un aspect de rencontre la subjectivité humaine. Je suis lui qui a été sauvé des affres de l'esclavage. Cette idée-là, fondamentale pour Manitou, est, à travers les siècles, le fondement même du judaïsme, une foi qui se transmet comme le témoignage d'un vécu, et pas simplement comme le témoignage d'une pensée. Alors, à ce stade de la réflexion avec vous, Franck Larosky, je voudrais quand même rappeler que dans ces derniers 50 années qui sont passées, vous avez été au cœur, je dirais, de l'action, de la création, de la direction d'abord du Centre universitaire d'études juives créé par Manitou. Vous avez dirigé ce centre universitaire dans le cadre du Centre Hachi, et puis plusieurs années plus, vous avez créé aussi le diplôme universitaire des études juives aujourd'hui qui fonctionne à la Sorbonne, et vous avez été aussi le cofondateur de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Et donc, toutes ces expériences que vous avez données, vous avez créé, la communauté vous doit, et le judaïsme, on ne le sait pas toujours, vous doit énormément sur le plan des études juives. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les études juives qui se poursuivent dans le cadre de l'Institut, dans le cadre de différents cercles d'études, répondent à un besoin utile et dans le même état d'esprit où vous avez laissé le QEJ et l'Institut? Oui, je pense que c'est l'idée clé que nous devons précisément à la personnalité de Manitou. Refuser l'idée de la voie unique, de la voie homogène, de la voie exclusive pour les études juives, mais accepter la pluralité des voies de la connaissance du judaïsme. Et c'est ce que nous dit Manitou en parlant de la création du QEJ, du Centre universitaire d'études juives. Il fallait associer des talmudistes, qui sont des hommes de la loi orale,
il fallait associer des experts de l'hébreu en tant que langue, en tant que littérature, hébreu moderne, des connaisseurs de l'histoire, de la sociologie, de la littérature, et grouper toutes ces sensibilités, toutes ces méthodes, toutes ces philosophies ensemble dans un cadre unique qui est un cadre d'échange, de dialogue, de rencontres, c'est précisément la source même de la créativité juive contemporaine. Ça veut dire que quand Manitou disait que son enseignement et l'enseignement des maîtres s'adresse à tous les héritiers de la maison d'Israël. Car pour Manitou, contredisez-moi si je me trompe, l'existence juive n'est pas une adhésion à une doctrine, à un dogme ou à un rite. Elle est l'inscription dans une histoire, dans un passé et dans un avenir. De façon telle que tous les juifs du monde, quel que soit leur degré d'engagement religieux, sont les héritiers et les continuateurs de ce patrimoine spirituel. Vous partagez cette réflexion ? Oui, tout à fait. Je vous rappelle que le rabbin Claude Sultan, justement dans un cours qui vient d'être fait dans les cadres du Bet Alimoud, du centre d'études de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, rappelle précisément la notion même de Toldot, qui est fondamentale dans la pensée de Manitou, les engendrements. Nous ne sommes pas simplement dans une histoire philosophique ou littéraire, nous sommes dans une généalogie. Nous sommes les héritiers, les continuateurs, les successeurs des générations passées. Nous portons cet héritage, nous l'enrichissons, nous le transformons. Il a été aussi le disciple du Rav Kook. Oui, donc de Rav Tzvi Yehuda Kook, qui est le fils de Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Rav Tzvi Yehuda Kook avait eu de nombreuses conversations avec Manitou qui ont permis à Manitou de comprendre ce qui n'était pas clair au tout début de son parcours, la place centrale de la terre d'Israël dans l'histoire contemporaine. Et non seulement dans la liturgie, nous connaissons la place d'Israël dans la liturgie, dans toutes les prières, quand on parle de Sion, de Jérusalem, dans toutes les prières, dans tous les moments de la vie liturgique juive, mais dans les vécus contemporains du peuple d'Israël, à savoir cette idée selon laquelle aujourd'hui, dans le XXe siècle, l'histoire d'Israël rencontre la terre d'Israël, se réalise dans la terre d'Israël. C'est à Jérusalem, c'est à Tel Aviv, c'est à Beersheba qui se construit aujourd'hui l'histoire juive de l'avenir. Alors pour Manitou, donc pour compléter ce que vous dites, sa réflexion dans la fin de ses enseignements, il insistait tout le temps sur l'idée de dire l'exil a duré trop longtemps. Il n'est pas éternel. Il ne constitue pas une fatalité à laquelle la nation d'Israël est censée se soumettre avec résignation. La Gola est juste une épreuve historique et elle commence déjà à prendre fin. Cette parole-là de Manitou qu'il va concrétiser avec Saali en 1968. D'ailleurs, à une question d'un journaliste, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans le journal L'Arche, un journaliste qui lui demandait si c'était à refaire. Et Manitou disait, si on me demandait ce que je bâtirais sur une île déserte, je répondrais que je referais le Centre universitaire des études juives, je referais Mayanot et Yair. Qu'est-ce que cela signifie dans cette réflexion, Franck Larosky? Oui, ça signifie donc que l'histoire juive ne peut pas être simplement une histoire sociale, économique, politique, communautaire. C'est pas simplement la création des structures collectives. C'est aussi la construction du sens au-delà de la structure. Et la construction du sens passe par l'étude, passe pas simplement par la mystique, par la prière, par la sensibilité, passe aussi par l'étude. Et l'étude n'est pas simplement une répétition des textes, c'est un enrichissement
à travers une analyse critique, toujours vivante, toujours constructive de texte. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, dans l'île déserte, c'est l'étude des grands textes fondamentaux que nous faisons non pas comme une sorte de fidélité passive au passé, mais plutôt comme une perspective d'avenir. Nous étudions l'héritage du passé pour construire un avenir qui est inédit. Oui, parce que pour lui, le sionisme, c'était la fin de la galoute. Et que par conséquent, le rassemblement en Israël du peuple juif dispersé, c'était l'accomplissement sioniste par excellence. C'est la Aliyah. Oui, effectivement, pour Manitou, l'époque n'est plus à l'époque ancienne dans laquelle des savants et des hommes pieux venaient finir leur jour à Jérusalem et prier auprès du mur de lamentation, comme on l'appelait à l'époque, le côté la Maravi, en récitant des psaumes. Non, l'époque, c'est à la construction d'une société hébraïque nouvelle. Alors, Manitou, il a été le contemporain d'André Neher, d'Eliana Madou-Valenci, de Jacob Gordin, de Lévinas. Qu'est-ce que vous gardez de cette période lumineuse du judaïsme français, Franck Larosky? Mais je pense que c'était une période de reconstruction. Voici des hommes et des femmes qui ont considéré qu'on ne peut pas se résigner à la destruction du judaïsme après la Seconde Guerre mondiale. Et on ne peut pas non plus se limiter à une reconstruction physique. Il ne s'agit pas simplement de construire des maisons d'enfants, ce qui était très important à l'époque, de reconstruire des oratoires et des synagogues ou des écoles. Il faut donner une âme, il faut donner un supplément d'âme, il faut donner un sens à toute cette vie collective juive, et cela implique un renouveau de la pensée. Dans une société actuelle, nouvelle, dans une société nouvelle, il faut une pensée juive nouvelle, ce qui ne veut pas dire une pensée juive fondée sur les ruines du passé ancien, mais plutôt une pensée de continuité et de renouveau. Vous qui avez été très longtemps, pendant des décennies, le collaborateur direct de Manitou et son directeur du QEJ, quelle image vous gardez de ce grand homme qui a façonné le judaïsme français pour des générations? Je regarde l'idée d'un homme qui a une très grande sensibilité à la pluralité des personnalités juives, à la pluralité des êtres juifs. C'est-à-dire cette idée selon laquelle nous ne pouvons pas construire, parce que ça n'existe pas, ça n'existera jamais, un judaïsme homogène, un judaïsme massif. Le judaïsme a toujours été l'œuvre, la fédération des différentes tribus, des shvatim. Et de la même façon que dans les passés, il y a eu 12 tribus, dans l'actualité, il y a une pluralité dans le monde juif. Respectons cette pluralité et considérons cette pluralité non pas comme une menace, non pas comme une fatalité, mais plutôt comme une bénédiction. C'est parce que nous sommes différents, c'est parce que nous avons des orientations différentes, profondément différentes, que nous enrichissons notre recherche et notre pensée. Franck Larosky, merci d'avoir été avec nous pour cet hommage à Manitou, et à très bientôt. Bonne semaine à tous les auditeurs de Judaïque FM, et à très bientôt. On retrouvera Franck Larosky pour parler d'autres maîtres à qui nous voudrions rendre hommage sur cette antenne. Bonne semaine et à très bientôt, et à la semaine prochaine. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.